Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce 20h. Une délégation du COSLEPI à la Sénat. L'objectif est d'établir les bases d'un partenariat fructueux dans le cadre des élections prochaines. Les propriétaires terriens d'Avlekété expropriés sont dédommagés. Le sujet a fait l'objet d'une séance d'explication. C'est dans le cadre de la construction de la route des pêches. Et puis les acteurs de la filière coton ont le sourire. Ils sont satisfaits des dernières campagnes, d'où le soutien aux réformes en cours, réformes initiées par le gouvernement. Merci et bienvenue à cette édition. Dans la journée d'hier, le président du COSLEPI, à la tête d'une délégation, s'est rendu à la Sénat. L'objectif de cette visite est d'établir un partenariat entre les deux structures pour des élections législatives réussies. Janvier Yawedéou en a profité pour faire le point de l'évolution des travaux avec Emmanuel Tiando. Plus de détails avec Lénaïk Abazaou dans ce reportage. C'est dans une ambiance bon enfant que le président du COSLEPI, Janvier Yawedéou, et sa délégation ont été reçus par le président de la Sénat, Emmanuel Tiando. Une visite de courtoisie qui vient établir le pont entre ces deux structures, maillon essentiel dans l'organisation des élections en République du Bénin. L'hôte de la Sénat expose le point de préparation des élections législatives au niveau du COSLEPI. Nous avons déjà mis en place les éléments techniques nous permettant donc de mener à bon port la mission qui nous est confiée. En dehors des obligations d'organisation, règlement intérieur, etc., nous avons déjà établi le budget et transmis au gouvernement. Et nous avons établi une feuille de route et appuyée par un chronogramme très précis qui nous permettrait d'offrir de la matière de qualité, c'est-à-dire une liste électorale et des cartes d'électeurs à bonne date aux électeurs, de façon à ce qu'on ne crée pas de soucis à la Sénat en son temps et pour lui permettre donc d'organiser des élections de façon particulièrement propre. Cette visite s'inscrit dans une démarche consensuelle. C'est pour réussir cette mission qu'il est obligatoire pour nous, à notre avis, de nous rapprocher donc du président de la Sénat pour recueillir son avis sur ce qu'il aurait souhaité, les améliorations possibles à apporter de façon à ce que le travail en amont soit particulièrement potable et digeste pour la Sénat. La Sénat apprécie à juste titre ce geste de civilité. Nous sommes deux organes complémentaires dans l'organisation des élections. Et donc le président et son bureau sont venus pour nous saluer et nous faire également part de l'évolution des travaux qu'ils mènent dans le cadre de la préparation de la liste électorale et de la confection des cartes d'électeurs. Bref, du travail qui s'effectue au COSLEPI en vue de l'organisation des prochaines élections législatives. Le tandem Sénat-COSLEPI est désormais plus que jamais solide pour des élections législatives réussies. Nous avons été très heureux de cette visite et nous avons réaffirmé au président du COSLEPI et aux membres de sa délégation que la Sénat sera toujours disponible à travailler avec le COSLEPI pour que la préparation du scrutin des législatives se fasse en tandem avec le COSLEPI afin qu'il n'y ait pas de problème de dernière heure pour l'organisation de cette élection. Je voudrais donc, au nom de la Sénat, remercier le président du COSLEPI ainsi que les membres du bureau qui l'accompagnent pour leur initiative et naturellement, nous ferons le devoir également de leur rendre visite et comme ça, vous allez constater que ces deux institutions travaillent en partenariat pour que nous organisions des élections transparentes, libres et crédibles. Janvier Yawedéou et son équipe sont repartis satisfaits en attendant le retour de l'ascenseur. Une visite de la Sénat pour constater de visu
l'évolution des travaux dans le cadre de la préparation des élections législatives prévues pour 2019. Et suite aux plaintes des usagers du chantier Calavik-Bota, dont se charge l'entreprise Ebomaf, le directeur général des infrastructures et des transports a effectué ce mercredi une descente inopinée sur l'axe routier en construction. Jacques Ayadi a été on ne peut plus clair. Jérôme Mouba. Il m'est revenu que l'humanisation du projet que j'ai demandé là, c'est pas encore ça. Les déviations sont laissées à leur sort, si bien que les populations souffrent. Le directeur général des infrastructures se désole du cours des travaux conduits par l'entreprise Ebomaf sur le tronçon Calavik-Bota-Rouedo. Les plaintes sont de plusieurs natures. Par exemple, l'excès de vitesse ayant failli coûter la vie à un usager. Si vous rencontrez un camion en train de faire l'excès de vitesse, vous l'arrêtez. Ils ont failli tuer une dame à fleur de l'âge qui vient de faire une thèse en chimie et qui a remporté le premier prix mondial à Bruxelles. Vous savez, et on l'a coincé dans le véhicule. Nous étions un blanc qui passait, qui l'a secouru, elle serait déjà morte. Autre constat, les voies de déviation abandonnées à leur sort. Les voies que vous avez utilisées comme déviation, vous avez le devoir de les remettre en état. Donc, chef de mission, vous recensez les voies, même si elles ne sont plus utilisées comme déviation aujourd'hui. Ebomaf a le devoir de les remettre en état. La Direction générale des infrastructures entend bientôt lancer un avis d'appel d'offres dans le but d'un déplacement de réseau. Condition sine qua non requise, la suppression des travaux en cours. Il y aura une séance demain, mais en attendant la séance, c'est que la mission de contrôle doit vous envoyer le point pour que vous puissiez donner votre avis sur cette suspension des travaux. Mais seulement, quelle que soit la réponse, c'est que nous devons maintenir le matériel pour assurer la circulation et réduire les effets de soulèvement de poussière. Cette descente de Jacques Ayadi trouve tout son sens, puisque le gouvernement tient au suivi rigoureux des chantiers ouverts sur l'ensemble du territoire national. Les acteurs de la filière coton sont satisfaits des dernières campagnes avec plusieurs réalisations en étant record. Alors ils apportent leur soutien aux réformes et invitent les Béninois à travailler pour construire le Bénin. Jérôme Moubo et Yves Agropessi. La filière coton a déjà pris son envol au Bénin. Pendant que certains cultivent exclusivement du coton, d'autres alternent avec les produits vivriers. Comme ici à Djidja, nous sommes dans le département du Zou. Plus de 35 hectares de maïs. Au nombre des facteurs incitatifs à la culture de l'or blanc figure la régularité dans le paiement des fonds coton, la qualité des intrants, les récompenses de l'AIC, Association interprofessionnelle du coton, aux meilleurs acteurs et autres. Mais le rang des producteurs ne fait que s'accroître. Le lieu qui est bon, c'est là que tout le monde veut habiter. Ceux qui faisaient de soja, ils trouvent que les gens, les cotonculteurs, ils nous devancent. Il faut que je retourne vers le coton. Lui n'avait pas produit. Son programme n'était pas dedans. Il demande à produire. Nous sommes des parents, on ne peut pas leur refuser. Les 800 000 tonnes, pour nous, regardez ce qui est là d'abord. C'est un champ intensifié. Raison pour laquelle je l'ai fait précocement. Après 2 campagnes déjà écoulées, qui ont battu déjà 2 records successifs, mais les banquiers se rapprochent auprès de nous, les cotonculteurs, les banquiers béninois, pour la raison qu'ils ont constaté que tout marche bien. Aujourd'hui, plus qu'hier, en un temps record, les cotonculteurs ont beaucoup réalisé. Avec les fonds que j'ai acquis, vraiment, la réalisation, c'est énorme, puisque c'est avec ça que je puisse avoir ces bâtiments. Et aussi assumer aussi les devoirs qui m'ont comblé au niveau des élèves. J'ai pu aussi acquérir le tracteur, même si aujourd'hui c'est d'abord en panne. Au moins, c'est ça qui m'a donné ce terrain-là, l'argent-là. J'ai construit, même ici, là, il y a tout là, je dois avec un panneau solaire, j'ai tout fait visser et j'ai coulé dalle, tout dans la ferme là.
Ça va. Là où je suis là maintenant, ici d'abord, c'est chez moi ça. Et j'ai un peu construit des chambres en location en dehors de ma maison. Des chambres, j'ai construit une chambre de 20 mètres. J'ai fait des boutiques. C'est à base de fonds de coton que j'ai fait ça. Et aussi, j'ai envoyé certains enfants au privé. Mais avant, je n'arrivais pas à le faire. Parce que je ne gagnais pas tellement comme actuellement. Je vais vous dire que déjà, cette année, j'ai pu m'acquérir au moins 4 terrains engagés. Donc, qui vont être très bientôt mis en valeur. Vous sortez devant ma cour, vous allez voir qu'il y a un étalage de parking qui est fait. Et c'est ma femme qui est en train de faire ça. Et c'est du fruit du coton qu'elle a semé l'année écoulée. Donc, ce qu'elle a eu comme gain, c'est ça qu'elle a pris pour acheter du ciment, on a acheté du sable, et on a fabriqué les parkings. Et d'ici quelques temps, vous allez voir sortir des terres et sa petite maison. Beaucoup de personnes sont fonctionnaires. 30 ans de carrière, mais même poulailler, ils n'en ont pas. Un poulailler, je vous confirme, aujourd'hui le coton-cutter, c'est en une campagne, lui construit 30 mètres sur 16, en dur. Ils se moquent par ailleurs de leurs voisins qui pensent que la misère est revenue à l'ère du président Patrice Talon. Le producteur, il gagne tout ce qu'il produit. Il ne saurait dire que le pays est chaud. Quand vous produisez, vous travaillez, vous avez le gain de ce que vous avez fait. Vous avez le gain des fruits de votre labeur. Bon, vous ne pouvez pas... Bon, quand on vous dit que le pays est chaud, bon, ça ne va pas vous faire ni chaud ni froid. Moi, en tant que producteur, je ne le sais pas. Parce que c'est autant de talent que j'arrive à réaliser beaucoup de choses. Quand moi, on me dit que quand talent est arrivé, c'est la pauvreté, moi, je ne le sais pas. Nous, en tant que producteurs, vraiment, nous remercions ce gouvernement parce que c'est à l'heure là que nous avons à réaliser beaucoup de choses. Moi, je ne dis pas que le pays est dur. Même Carité, là, si elle a ramassé, il va trouver l'argent. C'est pour ça que je n'ai pas coupé. Les gens disent de couper, j'ai dit non. Ça, là, c'est l'argent. Néré aussi, c'est l'argent. Tu as vu partout, non? Si tu as ça, tu ne peux pas dire que le... Moi, je ne sais pas que si l'homme manque de l'argent maintenant. Moi, je vis correctement. Ce n'est pas que vous êtes venus, même dans notre assemblée, moi, je parle. Si tu travailles, tu vas manger. Sans travail, tu ne dois pas manger. Depuis hier, ou depuis avant-hier, tout le monde a déjà perçu son argent de coton. Si on cultive, si nous récoltons, à temps, si nous gagnons notre argent, qu'est-ce qui reste encore pour le C'est de cultiver, de trouver ton argent, c'est facile là. Avec l'arrivée du talent, vraiment, les paysans sont très très bien d'abord. Parce qu'avant, l'engrais nous manquait beaucoup. C'était sur l'engrais, vraiment, les paysans souffraient. Trop même, les paysans souffraient. Mais actuellement, nous sommes là. Herbicides, insecticides, engrais, tout vraiment, nous sommes satisfaits. Ce n'est pas que depuis l'arrivée du gouvernement et Patrice Talon, il y a la pauvreté. Non. Celui qui travaille, c'est lui qui gagne. Si vous avez vu maintenant, les gens qui disent ça, peut-être ils étaient assis, ils sont en train de gagner. À son arrivée, lui, il a régularisé des choses. Celui qui gagne doit percevoir son intérêt. Donc c'est ça qui est là. Et je pense qu'au niveau des cotoculteurs, c'est le contraire parce qu'eux, ils gagnent. Et ils applaudissent pour le président Talon. Mais en réalité, on ne le sentira pas sur autre personne. C'est entre les politiciens qui se sabotent. Pour ne pas être pauvre, il faut travailler. Si aujourd'hui, moi, coton-cutter, je ne produis pas le coton et que je suis resté dans des cavaleries ou dans des buvettes pour demander à mes camarades de me donner, le jour qu'ils refusent de me donner et que j'ai soif, je vais saboter. Toute peine mérite salaire. Les cotonculteurs ont pris l'engagement de toujours accroître leur production.
L'interdiction de la vente des produits pétroliers fait partie des dernières décisions prises par les députés à l'Assemblée nationale. Alors que pensent les acteurs de cette filière et les populations? Jérôme Borg, c'est ça, on fait le constat. L'essence exposée et vendue au bord des voies fait polémique depuis quelques jours. Suite aux dernières lois votées à l'Assemblée nationale, l'on pourrait assister à la suppression de cette activité. Moi, je pense que ce n'est pas mal de supprimer, mais il faut quand même avoir, si on supprime, quelles sont les conséquences que nous pouvons avoir dans la vie sociale. Voilà que ici nous sommes dans un pays pauvre, mais il ne faut pas aussi approuver davantage, après avoir supprimé ces activités, il faut les donner, ceux qui vont quand même entreprendre pour quand même pouvoir survivre. Mais c'est que quelque chose qui sera mal si on supprime, mais pour le futur, c'est un bon pas, un bon développement pour le pays. Il n'y a pas assez de stations et il n'y a pas assez de lieux de vente de l'essence déjà. Et déjà, les stations, on a remarqué que lorsque les vendeurs du Payot n'en ont pas, déjà les stations n'arrivent pas à satisfaire. Donc déjà, si les stations n'arrivent pas à satisfaire, à quoi bon vouloir supprimer? C'est déjà ça le problème. Nous reconnaissons que le Payot a des risques sur le climat, sur la santé, sur les différents trucs. Mais déjà, c'est bien beau de le dire. Mais quand même, il faut déjà trouver des solutions post et pré avant de dire supprimer carrément. D'autres citoyens craignent le regain de l'insécurité. Entretien de nos trafics, bon accident ni gonjujo. Vous comprenez? Et si pas moyen de vous dérouler, bon accident ni gonjujo. Et quand on m'a, je suis pas. Bon, je suis prêt dire. Ni minda minofi nga bo amo 5 000, 10 000 bo yo mo do gomen. Ye jagudo no en ko wo yi sansi do aliji. Ai ko an ikika to de ado en ko wo yi. Bueno ado kon de ya. Ils sont des milliers d'acteurs impliqués dans ce commerce dont les conséquences sont nombreuses sur l'environnement et sur les hommes. Depuis le vote de la loi, ils s'en remettent à l'arbitrage du chef de l'État pour une réorganisation du dit secteur. Nous avons remercié ces représentants à l'Assemblée qui ont voté cette loi. Il y a certains qui nous ont défendus. On lui demande, en tant que père de la nation, l'homme que le peuple a choisi pour le sauver, de nous appeler. Et puis ensemble, on va trouver une solution à ce secteur. Parce que ce secteur n'a pas besoin de supprimer de façon brutale, on l'a dit tout à l'heure. Ça a besoin d'une réorganisation. Ensemble, on va réorganiser, le peuple béninois sera à l'aise. Les propriétaires terriens dans l'emprise du projet de la route des pêches ont eu une rencontre d'échange avec deux émissaires du gouvernement à l'école de base d'Avlekété, avec les structures de pilotage de l'ouvrage. Le processus d'expropriation des terres et le dédommagement des sinistrés ont été des questions débattues par les deux parties au cours de la séance. Belmondo Atipo, Yves Agropessi. La question du dédommagement est au centre de cette séance d'échange, la première d'une série entre les propriétaires terriens d'Avlekété dans la commune de Ouida et les représentants des structures de pilotage du projet de la route des pêches. Cette rencontre, qui se veut un cadre d'écoute entre les deux parties, vise à mettre les sinistrés au même niveau d'information dans le cadre de leur indemnisation. Roland Fado de l'Agence nationale des patrimoines du tourisme et Fabrice Kossou de l'Agence nationale du domaine et des fonciers sont venus au plus près des populations d'Avlekété pour expliquer à ces dernières comment le gouvernement entend procéder dans le cadre de l'expropriation des terres et surtout le dédommagement des sinistrés. On dit qu'il faut un juste et préalable dédommagement. Mais puisque les partenaires du gouvernement sont déjà prêts et très pressés, nous sommes venus vous dire que maintenant, ça va s'enclencher et d'ici quelques semaines, nous allons envoyer les documents pour affichage et mettre les dispositions en place pour que ceux qui ont quelque chose à changer ou à signaler par rapport aux documents, que les personnes se rapprochent de nous. Les propriétaires terriens d'Avlekété disent oui à la réalisation de la route des pêches, mais ils s'interrogent sur leur avenir. Ces doutes nourris sont vite dissipés par des explications. C'était dit en tant qu'on devait renvoyer tout le monde ici, pour nous envoyer dans la forêt ou à Gapé.
Mais nous remercions beaucoup le gouvernement actuel, le gouvernement du président Talon, et que si aujourd'hui il a jugé de travailler uniquement sur les sites concernés par l'emprise de notre projet et de laisser ceux qui ne sont pas affectés le projet à leur place, c'est une bonne des choses. Et Avlekete le remercie beaucoup. La réalisation de la route des pêches ici à Avlekete est une clé pour ouvrir les trésors des affaires touristiques dans la région. Le concept que nous développons aujourd'hui, c'est le concept où le tourisme vit avec les communautés à la base. Il vient, il s'installe et il fait le tour. Il peut même aller jusqu'à pratiquer les activités donc, de pêche, de maraîchage et autres activités que les communautés ont l'habitude d'exercer au niveau donc, de l'arrondissement d'Avlekete. Un comité local de suivi de 7 membres, dirigé par le chef d'arrondissement, est mis en place pour servir d'interface entre le gouvernement et les propriétaires terriens. Le groupe de travail des organisations de la société civile béninoise s'approprie les recommandations du rapport de l'examen périodique universel, un atelier qui a permis aux défenseurs des droits de l'homme d'accompagner l'État dans la mise en œuvre des recommandations. Les travaux se sont déroulés à Cotonou. Enoch Mpati Ramatoulabani. Le 10 novembre 2017, le Bénin a présenté à Genève son 3e rapport national sur l'examen périodique universel EPU. 7 mois après l'adoption des recommandations issues de ce rapport par le Conseil des droits de l'homme, l'heure est à sa dissémination en vue de son appropriation. Il sera question pour nous de travailler sur les 3 grandes, subdivisions thématiques des recommandations. D'essayer de faire une appropriation multi-acteurs de ces recommandations et d'identifier les actions possibles à mener. Au cours de cette rencontre internationale, le Bénin a formulé 198 recommandations, dont 7 ont été rejetées. Ces recommandations touchent l'ensemble des droits de l'homme, notamment des droits de l'enfant, les droits des femmes, les droits des personnes handicapées, les conditions de détention, etc. Vous convenez avec moi que la tâche à abattre est d'une grande importance et exige de vous beaucoup d'ardeur et d'assiduité au travail. J'ai la ferme conviction que les objectifs de cet atelier seront pleinement atteints. Les travaux de cet atelier de dissémination durent 2 jours. Ils devront permettre à ces acteurs de la défense des droits de l'homme de sortir plus outillés. L'EPU est l'un des mécanismes du Conseil des droits de l'homme chargé de l'évaluation périodique du respect des droits de l'homme dans tous les États membres des Nations Unies. Signature d'accord de siège entre l'organisation non gouvernementale, l'Alliance biblique et le Bénin. La cérémonie officielle de signature a eu lieu dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération à Cotonou. Ghislain Pogué, Dine Bourema. Des signatures apposées au bas de documents, une poignée de main, et Alliance biblique peut continuer ses œuvres au Bénin. La cérémonie officielle de signature de l'accord de siège donne l'occasion aux responsables de l'organisation non gouvernementale de revenir sur quelques projets conduits au Bénin par Alliance biblique. Depuis 1984, l'Alliance biblique du Bénin n'a de cesse de chercher à apporter aux citoyens béninois le mieux-être à travers divers programmes destinés à différentes couches de la population. Elle développe des projets en faveur des jeunes, des adultes, et également des projets au profit des communautés ayant des besoins spécifiques, entre autres les personnes avec un handicap visuel et les personnes non alphabétisées. Alliance biblique travaille également à la promotion des langues nationales par l'alphabétisation. La signature de cet accord de siège fait suite à une mission du comité interministériel chargé du suivi des accords de siège sur les sites de réalisation de l'ONG. Par cet acte, le gouvernement béninois manifeste ainsi sa pleine satisfaction quant à ses nombreuses actions dans les domaines de la promotion de l'alphabétisation à travers la traduction de la Bible dans les langues les plus parlées de notre pays, l'octroi de microcrédits aux populations, la lutte contre la pauvreté et la misère. Alliance biblique a traduit la Sainte Bible dans des langues nationales comme le Fombé, le Goumbé, le Lopa, le Baatonou, le Ditamari. Eh bien, ce journal se referme. Merci pour votre fidélité. À 23h30, vous aurez dans ce studio William Tioki pour le JT Soir. Merci et à demain.